Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres qui font la une de l'actualité ce soir. Le projet de modernisation des grandes écoles et universités burkinabèses se déroule. Les 10 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement ont permis d'agrandir le parc auto de ces instituts académiques. Une centaine de bus flambant neufs ont été réceptionnés ce vendredi à Ouagadougou. Cours de projecteur sur le forum de l'eau qui se tient dans la capitale. Au-delà de la problématique de l'accès à la ressource, des technologies sont mises en lumière. Il s'agit là d'apporter des solutions durables à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Elles ont fait leur preuve au point d'intéresser le Fonds national pour la recherche et l'innovation pour le développement. Nous parlerons de ces solutions durables portées par des promoteurs sensibles à la gestion des terres, de l'eau et de l'élevage. Dans l'actualité, également, la réforme de la commission électorale indépendante fait débat en Côte d'Ivoire. La composition même de cette commission constitue la pomme de discorde entre les partis. La présence de certains membres est pointée du doigt. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'arrivée du président du Faso à Dakar, Roch Kaboré, dans la capitale sénégalaise depuis ce matin, pour prendre part, vous allez le voir sur ces images, à la rencontre du Partenariat mondial pour l'éducation. Troisième du genre, cette rencontre réunit plusieurs chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron. Le Partenariat mondial pour l'éducation se donne pour challenge de lever des fonds pour booster le secteur éducatif. Cette troisième rencontre a dans le viseur la somme de 3 milliards de dollars. Baviel David Dabiré. L'on a aussi parlé éducation à la primaire ce vendredi. Le chef du gouvernement a reçu 2 groupes d'investisseurs étrangers. Le premier veut créer une usine de textile et le second propose de réaliser une université calquée sur le modèle suisse. Plus de précisions avec Nong Bakouda et Nyakiteda. C'est une université suisse qui entend offrir ses services au Burkina Faso après le Sénégal, le Mali et le Niger. Ouvrir ses portes dorénavant au Faso, c'est le message apporté au chef du gouvernement. Cet engagement privé étranger va tenir compte des besoins des solides déjà existants sur place, mais aussi et surtout du pays, du marché, pour former des vrais leaders pour la société burkinabé et même continentale. Nous allons prendre en considération le besoin du pays, le besoin du marché, le besoin du secteur privé, le besoin du secteur public et de former vraiment de vrais leaders qui pensent non seulement à leur intérêt personnel, mais aussi pour leur pays, pour leur région et pour leur continent. Les méthodes d'enseignement, notre approche est différente qu'ailleurs. C'est-à-dire, nous mettons beaucoup l'accent sur la création de travail. Au lieu de chercher un travail, comment les étudiants pourront créer le travail pour les autres et participer pour le développement économique et social et politique de leur pays. Aujourd'hui, pour nous, le grand but de l'éducation, ce n'est pas seulement les connaissances, le savoir, mais c'est l'action. Comment un étudiant pourra mettre les connaissances, le savoir qu'il a acquis dans la classe, mettre en action, d'aider son pays ou bien plus large leur continent. Pour y arriver, les promoteurs mettront l'accent sur 4 facultés, sciences à gestion, droit, diplomatie et sciences informatiques, avec la possibilité d'ajout de facultés chaque année. 25 nationalités vont enseigner dans la future université. Autre proposition d'investissement faite au Burkina Faso cet après-midi à la primature, c'est l'ouverture d'une usine intégrée de transformation de coton. Le Burkina Faso produit plus de 600 000 tonnes de coton, mais rien n'est transformé ou très peu est transformé localement. L'idée, c'est de pouvoir créer l'une des premières usines de transformation de coton en Afrique et dans le monde, ici au Burkina Faso. Nous investirons aussi sur la dynamique des ressources humaines, de la qualité humaine, pour transformer non seulement l'économie, mais aussi apporter la connaissance que nous connaissons pour le partager avec le secteur public burkinabé. Nous sommes venus au Burkina Faso pour finaliser les accords et qui sont à un stade très avancé. Nous pensons que dans les 6 prochains mois, le projet sortira. L'usine, à terme, va générer près de 11 000 emplois directs et plus de 50 000 indirects, rassurent les investisseurs, soutenus par le directeur général de la Sofitex. Pour Wilfried Yamego, l'usine va apporter une plus-value dans la production de l'or blanc au Burkina. Un pool bancaire s'est déjà engagé à accompagner le projet, dont le début des travaux est prévu pour 6 mois.
Et je vous le disais tantôt, la mobilité des Burkinabés, des étudiants burkinabés, une revendication en moins. 115 nouveaux bus sont arrivés d'Inde au profit des universités de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Le projet est porté par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et connaît l'appui donc de la République indienne. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. À bord de ce car en mouvement, le ministre Alkassou Maïga, des étudiants et quelques personnalités. Un déplacement collectif symbolique qui matérialise la remise de 115 bus aux universités, les grandes écoles de formation et à la Sotraco. L'acte traduit tout l'attachement du gouvernement à résoudre les problèmes de mobilité au sein de la communauté universitaire. C'est un message très fort que le gouvernement voudrait envoyer à l'endroit des étudiants pour dire que nous sommes conscients des préoccupations et des attentes et nous allons mettre ce qu'il faut pour que progressivement on puisse donc donner un visage reluisant à notre enseignement supérieur. Sur les 115 bus, 75 sont destinés aux étudiants et le reste à la Sotraco. Pour les bénéficiaires, c'est un pas dans la bonne direction. Très longtemps que les étudiants du Burkina Faso vivent un calvaire. Il faut se réveiller à 4 h du matin pour aller suivre les cours de 7 h. Il faut revenir à partir de 23 h parce qu'on descend à 21 h. Il fallait marcher des universités publiques et grandes écoles jusqu'à nos lieux de résidence. Et aujourd'hui, c'est un soulagement pour nous, c'est une joie qui nous anime. Le projet de manière globale, initié par l'État, concerne 135 bus. Et sur ces 135 bus, il y a 60 bus urbains. Effectivement, ce sont ces 60 bus urbains-là qui seront gérés par la Sotraco. Il faut dire que ces bus vont être répartis entre Ouagadougou, Bobo et Koudougou. Cette acquisition est un pan du programme bus. Le projet a aussi aménagé des garages et des parkings. Le projet bus a un coût estimé à 10 milliards 625 millions de francs CFA. Selon la coordonnatrice du projet, 20 autres bus sont en cours d'expédition pour porter ce nombre à 135. Le projet envisage une autre acquisition de 130 autres bus. Une nouvelle équipe dirige désormais le club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Au cours d'une assemblée générale, le président sortant a fait le bilan du mandat effectué entre 2015 et ce début d'année 2018. Le point avec Isiaka Ouedraogo et Maxime Zongo. À cette concertation, le club des hommes d'affaires burkinabais a saisi l'occasion pour mettre en place son nouveau bureau. Philippe Prudent remplace Mathieu Bayala au poste du président du club. Notre mandat en 2015, fin 2015, et nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que le club reprennent en main ses fondamentaux, ses objectifs de départ. C'est-à-dire vivre en amitié, en fraternité au sein des hommes d'affaires franco-burkinabais et surtout être en écoute ou en attente de tout ce qui peut venir de nos autorités économiques et financières pour que les sociétés membres de ce club soient des sociétés citoyennes. Le tout nouveau président dit être conscient de la lourde tâche qui vient de lui être confiée. Avec toute son équipe, il est déterminé à relever les défis. C'est de poursuivre le travail qui a été commencé il y a très longtemps par nos prédécesseurs, c'est-à-dire de permettre de rassembler deux communautés, la communauté burkinabé et la communauté française, donc de pouvoir être le trait d'union entre ces deux communautés, de pouvoir défendre l'intérêt, de pouvoir rassembler. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabais compte environ une centaine de membres. Il œuvre pour la prospérité du climat des affaires entre Paris et Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, les acteurs économiques se penchent sur la loi de finances gestion 2018 et sur le nouveau code général des impôts. La formation qui leur est adressée est initiée par la direction régionale de la Chambre de commerce de la région de l'Ouest. On en sait plus sur les résultats attendus avec Bilidou Bazongo, Siriki Milogo et Ahadi Sandamba. Adoptés respectivement le 27 novembre et le 20 décembre 2017, les contenus de la loi de finances 2018 et le nouveau code général des impôts ne sont pas bien connus des opérateurs économiques de l'Ouest. Ici à Bobo-Dioulasso, il est question donc de cerner les contours et de dégager les opportunités de ces lois. Alors pour
En tout cas, respecter un engagement que notre direction a pris, que le gouvernement a pris, de faire en sorte de communiquer, former, sensibiliser les opérateurs économiques si les changements intervenus en matière de fiscalité au niveau de notre pays. Le budget de l'État, gestion 2018, s'établit à 2018 milliards de francs CFA avec un besoin de financement de 423 milliards, d'où la nécessité d'optimiser la mobilisation des ressources propres. Les modifications apportées visent beaucoup à sécuriser l'assiette fiscale, mais également à protéger les contribuables au niveau de notre pays, parce que, comme vous le savez bien, actuellement, tous les États du monde font face à ce qu'on appelle l'évasion et la fraude fiscale. Et donc, chaque État essaie un peu d'améliorer son système pour sécuriser son assiette fiscale. Une loi entrée en vigueur le 1er janvier dernier. A noter que la rencontre de Bobo Dioulasso se tient après celle de Ouagadougou. Comment restaurer les terres cultivables? Comment faciliter l'accès à l'eau potable et accroître la productivité dans l'élevage? 80 projets répondent à ces interrogations avec des technologies aussi variées qu'innovantes. Le Fonds national pour la recherche et l'innovation pour le développement appuie les porteurs de ces projets sélectionnés. Les détails avec Paul-David Bambara et Tanga Kafando. Seydou Sawadogo reçoit un chèque de 27 250 000 francs CFA pour la mise en œuvre de son projet de vulgarisation d'usage mécanisé pour la restauration des terres agricoles dans le Passoré. Il fait partie de la vingtaine des lauréats sélectionnés sur plus de 300 projets présentés au Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Il s'agit dans sa mise en œuvre de restaurer au moins 1000 hectares de terres agricoles à travers la promotion d'une technologie et qui a été peu vulgarisée. Et l'association souhaite vulgariser cette technologie-là pour la restauration des terres au niveau de la province. Ces projets sélectionnés concernent entre autres domaines l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la santé et l'élevage. J'avais soumis un projet portant sur la diffusion de prémélange d'aliments pour poulet et pintade de race locale auprès des acteurs de l'agriculture traditionnelle au Burkina Faso. À partir de ce prémélange, il devrait composer de l'aliment complet et ça consistera juste à ajouter du maïs ou du sorgho. En tout cas, à 50%, et on a un aliment complet. Pour le ministre en charge de la recherche et de l'innovation, ces projets constituent un espoir en termes d'innovation et les porteurs de projets doivent travailler pour des résultats probants et mériter la confiance du fonds. S'il fallait leur donner un conseil, c'était juste de leur dire de faire preuve d'engagement, d'avoir également le respect de l'orthodoxie et de l'éthique. La bonne suite des compétitions futures dépendra de la façon dont ils vont gérer les ressources et du compte rendu qu'ils feront en matière de résultats de recherche. Le financement des 20 projets a coûté 451 millions de francs CFA, un financement assuré par le budget de l'État en grande partie et complété par l'ONG WaterAid et l'ambassade de France. Une tribune où ces projets sélectionnés gagneraient à se voir. Le Forum de l'eau et de l'assainissement de Ouagadougou sur l'ère d'exposition des technologies rivalise de solutions pour la récurrente problématique d'accès à l'eau potable. Un zoom sur quelques savoir-faire avec Urbain Benito Somé et Aboubacar Sagnon. C'est l'une des plus grandes curiosités de ce troisième Forum de l'eau et de l'assainissement. La pompe solaire SF1 a été mise au point par le Centre Sainte-Famille de Samba. C'est une pompe qui fonctionne au solaire et la plaque solaire que vous voyez ici est de 80 watts. C'est une pompe qui peut aller jusqu'à 8 mètres de profondeur pour vous sortir l'eau. Et cette pompe coûte seulement 400 000 francs. C'est une pompe qui dure 5 à 10 ans. D'autres gammes de pompes solaires comme celle-ci sont également exposées. Mais au-delà des questions d'irrigation, les exposants à ce forum présentent aussi des technologies pour rendre l'eau potable. Il s'agit de la technologie de l'électrolyse de l'eau et du sel pour obtenir ce qu'on appelle du chlore. Et le chlore permet de désinfecter, de traiter l'eau pour la rendre potable. Et donc avec ces différentes machines, avec cette technologie, nous mettons à disposition 60 litres de chlore toutes les 4 heures. Actif dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, Plan Burkina est là pour présenter sa nouvelle stratégie basée sur l'épanouissement de la jeune fille. Nous avons les outils pour permettre d'améliorer les conditions des filles au niveau des écoles comme au niveau de la communauté.
En ce qui concerne l'assainissement, WaterAid présente aux visiteurs son programme périssant et surtout la latrine Lily, adaptée aux quartiers périphériques. La superstructure est démontable. Elle est faite en tôle, en fer, ce qui fait que du jour au lendemain, si l'intéressé est appelé par exemple à se déplacer, il suffit uniquement de déplacer la superstructure, d'aller faire la fosse dans la nouvelle parcelle et pouvoir la poser pour avoir une latrine. L'ONG IRC est également présente à ce rendez-vous de partage d'expériences des acteurs qui se battent pour l'atteinte de l'ambition nationale qui est l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici à 2030. IRC a développé plusieurs approches pour contribuer à cette ambition-là. En particulier, je citerai l'initiative Face aux toilettes, par laquelle on voudrait pousser les citoyens burkinabés qui ont un peu de moyens à pouvoir aider leurs proches qui n'ont pas les moyens à accéder à des latrines. Donc, nous présentons cette initiative dans ce cadre-là. Nous présentons aussi l'initiative de promouvoir l'accès à l'eau par l'approche fondée sur les droits humains. Le Forum de l'eau et de l'assainissement intéresse également certains visiteurs qui le perçoivent comme une source d'inspiration et d'opportunités. Je suis venue prendre un peu des renseignements par rapport au domaine de l'eau et de l'assainissement. Je suis ingénieur en eau et assainissement et bon, ayant entendu parler du forum de l'eau, je suis passée pour m'imprégner un peu. Exposants et visiteurs ont tous salué l'organisation de ce forum qui, selon eux, est une plateforme de réflexion, une opportunité d'affaires, mais surtout un cadre de rencontre et de découverte des innovations et projets dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et nous repartons pour la ville de Sia, où les acteurs de la filière bétail-viande veulent faire du professionnalisme la chose la mieux partagée. À cet effet, une nouvelle carte professionnelle est mise à la disposition des membres de l'Union des transformateurs de la filière. Les maux à combattre sont l'abattage clandestin et la fraude. Karim Ilboudo, Moumouni Baro, reportage. À cette conférence de presse, il est question de mettre fin au désordre qui règne au sein de la filière bétail-viande dans la province d'Ioué. Producteurs, vendeurs et bouchers, tous veulent s'entendre pour réorganiser leur secteur d'activité afin qu'il soit plus compétitif. Nous avons initié d'établir des cartes professionnelles des bouchers abattants portant les niveaux d'abattage qui servira à mieux identifier les bouchers abattants des ruminants, à minimiser la commercialisation déloyale de la viande, de stopper les abattages clandestins et frauduleux. La carte ne peut remplacer en aucun cas l'agrément des bouchers. N'empêche personne de se conformer au texte constitutionnel de l'attribution de l'agrément des bouchers. Pour réussir la mission qui s'annonce titanesque, le président de l'Union des transformateurs de la filière bétail-viande compte sur la détermination de tous les acteurs à combattre les fléaux qui minent le secteur. Lutter contre toute forme de tracasserie, à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, promouvoir la transformation de la viande, favoriser le partenariat entre acteurs, notamment les éleveurs, les commerçants, les transformateurs, en vue d'établir un climat de confiance mutuelle entre les acteurs et la transparence dans les relations commerciales. Lutter contre les abattages clandestins et les viandes foraines par délégation de ses membres, la défense des intérêts communs. La filière bétail-viande est encore très peu professionnalisée. Peut-être c'est le début d'une vraie organisation avec la mise en place d'une carte professionnelle qui va assainir ce milieu et améliorer ainsi les conditions de l'activité des acteurs. De la littérature à présent, avec une nouvelle entrée dans les rayons, Journalisme d'Afrique est l'œuvre du professeur Marie-Soleil Frère. La chercheuse connue pour ses travaux sur le rôle et la place des médias dans les évolutions politiques en Afrique signe son retour au pays des hommes intègres avec cet ouvrage. Présentation, Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assogba. Journalisme d'Afrique. L'ouvrage a été publié depuis l'année dernière dans plusieurs pays d'Afrique et l'auteur est au Burkina Faso pour faire la dédicace de son livre.
Composé de 367 pages, le manuel fait le résumé de 25 ans d'observation et de travail avec les médias du continent africain. Pourquoi j'ai choisi journalisme d'Afrique? D'abord journalisme au pluriel, parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le journalisme en Afrique et que je trouve que trop souvent on a tendance à analyser les pratiques journalistiques en Afrique. Donc on veut analyser les médias africains, les pratiques journalistiques en Afrique à travers des cadres et des références qui ont été élaborés dans d'autres continents et parfois même à d'autres époques. Et pourquoi j'ai choisi de mettre le pluriel à journalisme? Parce que je pense qu'on est en face d'un métier multiforme, avec toute une diversité de manières de s'incarner. Pour mener ses recherches, le professeur Frère s'est appuyé sur la notion de système. Pour comprendre comment le journaliste travaille ici au Burkina Faso, il ne faut pas seulement suivre un journaliste, il faut comprendre dans quel environnement économique il opère, comment fonctionne l'entreprise dans laquelle il travaille, comment ce journaliste est payé. Il faut aussi voir dans quel environnement politique il travaille. Selon l'auteur, le journaliste, dans la pratique de son métier, a des interactions avec les acteurs politiques, économiques, son public et les attentes du public. Le livre porte sur les pays d'Afrique francophone. Je suis allée dans 17 pays et j'ai essayé de voir s'il y avait des caractéristiques communes. Alors, chaque système est différent. Je disais, la presse de Côte d'Ivoire est très liée aux partis politiques. La presse du Burkina l'est beaucoup moins. Ce que j'ai mis en avant, ce n'est pas des similitudes entre les systèmes, c'est aussi certaines différences. Pour ce faire, elle se fonde sur 4 paramètres. Le développement du marché des médias, l'intervention de l'État dans le secteur, le développement du degré de professionnalisme et la pérennité des acteurs dans la profession. L'ouvrage est désormais disponible dans les rayons des librairies de Ouagadougou au prix unitaire de 13 500 francs CFA. Lui relaie essentiellement l'information gouvernementale burkinabé. Le SIG, le service d'information du gouvernement, veut mieux se faire connaître. L'opinion internationale est dans le viseur de ce service qui a tenu une séance de travail avec les correspondants de la presse internationale au Burkina. Le compte rendu avec Rasmane Zoundi et Kadissa Nogo. Les questions d'actualité et la présentation des missions du service d'information du gouvernement SIG au cœur des échanges. Réunis ici, autour d'un déjeuner de presse, le ministre de la Communication, en partenariat avec les SIG, donne des informations sur la presse ministérielle aux correspondants de la presse internationale. Un acte qui vise à établir un contact permanent entre ces deux parties. Nous avons voulu donc prendre contact avec vous afin justement que vous soyez les relais de cette image Burkina qu'on veut donner. Il y a beaucoup de mauvais aspects, beaucoup de présentations parfois tendancieuses de notre pays et malheureusement les médias en sont le relais. Vous savez, notamment pour la presse internationale, c'est ce qui est dit qui est relayé. Et donc forcément nous voulons pouvoir atteindre un cadre de partenariat plus sain pour mettre en valeur également les réussites, pour mettre en valeur également ce qui est attractif et performant au niveau du Burkina, sans non plus cacher ce qui est difficulté, parce que de toute façon on ne peut pas cacher les difficultés, elles sont visibles à l'œil nu. C'est également le lieu pour Rémi Fulgence d'Anguinou de revenir sur le remaniement ministériel qui a vu des départs et des arrivées. Pour lui, le gouvernement est en activité et cela depuis 2 ans. Le président du Faso a estimé qu'il fallait une accélération dans certains domaines. Nous avons donc un mouvement au niveau de 7 postes ministériels, donc 7 nouvelles entrées. Nous avons la création d'un ministère d'État auprès de la présidence du Faso et nous avons la création également du ministère de l'intégration et des Burkinabés de l'extérieur pour prendre en compte le poids et l'importance des Burkinabés de l'extérieur et en érigeant notamment le ministère délégué qui existait en un ministère à part entière. Ce déjeuner de presse s'est tenu juste après la prise de contact du nouveau gouvernement de Paul Kaba-Thiéba III. Ils étaient tous vêtus de blanc pour rendre un dernier hommage à Biba Wassin. L'artiste montante de la musique burkinabé a été arrachée à l'affection de ses proches et de ses mélomanes le 27 janvier dernier. Une soirée tout en musique mais pleine d'émotions que nous rapportent Konsoun Koulibaly et Oumar Zombri. Vêtus de blanc et main dans la main, les artistes et hommes de culture rendent ici un dernier hommage à Biba Wassin. Des témoignages, des prestations musicales et une quête ont accompagné cette soirée riche en émotions. Le monde de la culture est encore sous le choc. Pour les acteurs, c'est une grande perte.
Vraiment, c'était un décès brutal. Et je pense que jusqu'ici, beaucoup de personnes sont encore sous le choc. Nous avons tenu à lui rendre hommage ce soir. C'est vrai que la douleur, elle est très vive, mais nous allons rendre grâce à Dieu toujours et continuer de prier pour elle chaque jour pour le repos de son âme. Parents, amis et connaissances sont également présents. Ils apprécient cette initiative qui démontre la solidarité artistique et honore la défunte. Vous savez, je ne peux que remercier l'ensemble des artistes du Burkina au nom de toute la famille Ouassin, parce que c'est une grande considération pour ma défunte petite sœur. Organiser une soirée de ces gens pour permettre aux gens de penser à elle, de faire des bénédictions pour elle. Je ne pensais jamais venir dans ce pays. Elle m'a tout fait jusqu'à ce que je suis venue en vacances. Donc je suis partie il y a 10 jours. J'apprends son décès. Elle avait fermé sa maison. Elle m'a trouvé une maison. Elle m'a réconciliée avec l'Afrique. Donc, je ne sais pas quoi dire. Donc quand j'ai su qu'elle était décédée, il fallait que je revienne. Bibata Ouassin, de son vrai nom, est décédée dans la matinée du dimanche 27 janvier 2018 à son domicile. Elle laisse derrière elle 3 enfants et une famille artistique qui l'admirera désormais à travers ses œuvres. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, la composition de la CEI pose débat. Certains membres de la Commission électorale indépendante sont décriés par des partis politiques. Un bras de fer engagé entre le parti au pouvoir et des partisans de Laurent Gbagbo, ces derniers revigorés par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La refonte de la commission électorale, une demande pressante des opposants ivoiriens. Alors que les élections municipales et régionales approchent, un consortium de partis politiques de l'opposition a invité mercredi les autorités d'Abidjan à rendre plus indépendante la commission en charge des élections. Cette réforme de la CEI, c'est le point d'achoppement entre l'aile radicale du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo et le pouvoir. Son président Aboudraman Sangaré a tenté dernièrement de renouer le contact avec les autorités tout en exigeant une commission équilibrée et équitable. Selon son parti, le président de la CEI doit être choisi sur la base d'un large consensus. Un point de vue partagé également par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour avait exigé en novembre 2016 une réforme de la CEI, la jugeant non conforme aux normes régionales. Là-dessus, les autorités ivoiriennes avaient introduit une requête pour exiger de plus amples indications sur la formation de la nouvelle commission. Une requête finalement rejetée par les juges de la Cour qui l'ont jugée floue, tout en invitant par ailleurs Abidjan à mettre en place une commission qui répond aux standards internationaux. Le président français, qui a entamé une tournée africaine par la Tunisie, annonce devant le Parlement que la page du printemps tunisien n'est pas tournée. Cette visite d'État qu'il effectue avec son épouse Brigitte Macron a également été mise à profit pour rendre hommage aux victimes de l'attaque du musée du Bardo qui avait fait une vingtaine de morts en mars 2015. Deuxième jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Tunisie. Le président français s'est rendu au musée du Bardo à Tunis, où il a rendu hommage aux victimes de l'attentat de mars 2015. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique qui avait fait 24 morts, pour la plupart des touristes étrangers. Auparavant, Emmanuel Macron s'était rendu au Parlement. Dans son discours, il a encouragé la Tunisie à poursuivre sa transition démocratique, estimant que la page du printemps tunisien n'était pas tournée. Il a salué, je cite, une révolution culturelle, démocratique profonde qui a permis d'inscrire dans la Constitution l'égalité homme-femme et la liberté de conscience. Vous avez réussi à installer un État civil, là où beaucoup pensaient que c'était impossible. Et par cette révolution culturelle et démocratique, vous avez fait mentir ceux qui, partout dans le monde encore aujourd'hui, disent que des sociétés où l'islam est présent ne sont pas compatibles avec la démocratie. Sur le plan économique, Emmanuel Macron a promis de doubler les investissements français en Tunisie durant son quinquennat. Paris va consacrer 1,2 milliard d'euros à différents dispositifs d'aide.
Les dernières parutions de la semaine reviennent en chœur sur le gouvernement Thiéba III. Autre fait marquant de l'actualité, l'an 1 du décès de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi. La revue de la presse est avec Touobom, Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour font une analyse du remaniement ministériel. Ce gouvernement Thiéba III va-t-il maintenant passer du diesel au turbo? Interroge le pays. Oui, selon le Premier ministre d'Ansidoya, l'ultime objectif du gouvernement étant d'accélérer la mise en œuvre du PNDES. Ce remaniement vise à imprimer un changement de rythme pour beaucoup plus d'efficacité que par le passé, poursuit le Premier ministre dans les colonnes de l'Observateur Palga. Et dans ce changement, remarque le pays, les alliances politiques ont été maintenues avec le NUR-PS, le NTD et le PARA. Ce journal rapporte la préoccupation essentielle de l'ensemble des quotidiens. Pourquoi conserver Paul Kaba Thiéba, lui dont le départ semblait tellement acté que les noms de potentiels successeurs avaient même circulé entre-temps sur les réseaux sociaux? Bien malin qui saura le dire, répond aujourd'hui au Faso. Le pays tente néanmoins une réponse. C'est peut-être dû au PNDES, dont il est le principal architecte. Finalement, observe aujourd'hui au Faso, tous ceux qui ont pronostiqué le départ du Premier ministre Paul Kaba Thiéba et qui se sont piqués de jeter en pâture les noms de ses probables remplaçants ont tout faux. Roch ne veut pas encore griller son maïs, conclut l'Observateur Palga. Actualité hors du Burkina, les quotidiens reviennent sur la mort de l'opposant Étienne Tshisekedi. Un an après, son corps n'a pas encore été enfermé dans le linceul de sa terre natale. Il est toujours enfermé dans un funérarium à Bruxelles, maintenu par la corde d'incompréhension et de tensions tendues entre les autorités et la famille du défunt, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Une prise en otage de la dépouille de Tshisekedi selon le pays. Et pour cause, Joseph Kabila craint que le retour de sa dépouille ne booste la lutte de l'opposition. Mais empêcher le retour de la dépouille de l'opposant emblématique sur sa terre natale est un grave déni. Preuve, selon le pays, que même mort, le vieux continue de faire peur. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.